Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être si nombreux pour être aujourd'hui avec nous pour ce webinaire consacré à votre stratégie à l'international en 2023. Alors, ces dernières années qui ont été particulièrement perturbées par la pandémie, puis par les fortes tensions géopolitiques et le retour de l'inflation, nous ont fait finalement basculer dans un environnement international nouveau. Alors, comment intégrer ces évolutions dans une stratégie de développement à l'international ? Eh bien, pour vous aider dans votre réflexion, nous avons sollicité donc aujourd'hui Isabelle Job, qui est directrice des études économiques du groupe Crédit Agricole. Isabelle nous décryptera les évolutions majeures de la mondialisation en 2023 et les impacts sur les échanges commerciaux internationaux. En complément de cet éclairage, il nous a semblé aussi intéressant de demander également aujourd'hui donc à Didier Boulogne, Didier qui est directeur général délégué de Business France Export, de partager avec nous sa vision des tendances à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises françaises dans leur stratégie de conquête des marchés internationaux. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions que vous devez voir apparaître, je pense, en bas de votre écran. Alors je vais me tourner tout de suite vers Isabelle. Donc Isabelle, on assiste au changement de visage finalement de la mondialisation. Quelle en est ta lecture ? Eh bien, merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être pour débuter, se rappeler qu'on a connu un long cycle de mondialisation. Alors il a débuté après-guerre en 1947 avec la signature des accords du GATT, qui est l'ancêtre de l'OMT. Puis c'est une mondialisation qui a connu une phase d'accélération dans les années 80-90, portée par la vague néolibérale qui prônait l'ouverture commerciale et le libre-échange, et puis également l'essor des technologies de l'information et des communications. Et puis une mondialisation qui a connu en fait une forme d'apogée suite à l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette mondialisation ? Eh bien, on a eu une fragmentation des processus productifs avec une multiplication des intervenants le long des chaînes de fabrication et finalement un choix de localisation qui était dicté par des logiques d'efficacité et d'optimisation des bases de coûts. Alors aujourd'hui, on a tendance à rejeter d'un bloc la mondialisation. Il faut quand même reconnaître que cette spécialisation productive à l'échelle mondiale a eu un certain nombre de bienfaits. Notamment, ça a été un facteur assez formidable de développement pour tous les pays émergents qui se sont insérés dans ces chaînes de valeur, ce qui a permis en l'occurrence d'extraire de la pauvreté des millions d'individus. Et puis, il faut aussi se rappeler que ça a donné lieu à des gains d'efficacité qui ont été redistribués sous forme de pouvoir d'achat aux ménages occidentaux. Alors, bien évidemment, on regarde plutôt le verre à moitié vide aujourd'hui avec ces perdant de la globalisation et de la mondialisation au travers de ces vagues de délocalisation, cette désindustrialisation avec les pertes d'emplois, et puis aussi la mise en concurrence à l'échelle planétaire des travailleurs les moins qualifiés, ce qui a probablement pesé sur les salaires. Et puis, comme tu le disais, Catherine, on a connu quand même un moment de rupture avec cette pandémie de la Covid, où on a assisté à une grande désorganisation des chaînes de valeur globale, ce qui a été en fait une prise de conscience de la vulnérabilité de ces chaînes de valeur extrêmement, enfin de ces processus productifs extrêmement fragmentés et de cette mise en réseau à l'échelle planétaire. Et puis on s'est rendu compte aussi à cette occasion que certes, on avait eu un éclatement des chaînes de valeur, mais on avait également eu des phénomènes de concentration, puisque certains produits, certains matériaux n'étaient plus fabriqués que par quelques pays ou par un pays ou quelques fournisseurs, ce qui montrait qu'on avait des risques de concentration.
Et donc, si on y ajoute, bien évidemment, l'exacerbation aujourd'hui des tensions géopolitiques, eh bien, ça amène l'Europe à repenser l'organisation des échanges en donnant une nouvelle priorité à la sécurité. C'est-à-dire qu'on passe de cette logique d'efficacité à un impératif de résilience, notamment pour ces chaînes de valeur globales, avec au cœur la notion un peu de souveraineté. Alors cette souveraineté, elle a à voir bien évidemment avec le concept d'indépendance. Et si on pousse à l'extrême, ça veut dire qu'on aimerait bien vivre en autosuffisance et en autarcie. Alors bien évidemment, ça c'est une fiction, puisqu'aucun pays ne possède toutes les matières premières ni toutes les technologies pour être totalement autonome. C'est un peu le mythe du potager où on ne consommerait ce qu'on est en capacité de produire. Alors on parle plutôt aujourd'hui, ce qui est un peu le concept moderne de cette souveraineté, c'est de la question d'autonomie stratégique. Et cette autonomie stratégique, elle consiste à vouloir en fait sécuriser les approvisionnements pour des biens qu'on juge essentiels, ou pour des technologies un peu critiques. Alors ça peut demander on peut se poser la question de relocaliser un certain nombre de productions sur le territoire national ou au niveau européen, si ces productions sont jugées vitales à des fins d'indépendance stratégique. Mais surtout, ce qui se dessine, ce sont des logiques de proximité. Alors, proximité géographique d'abord, c'est-à-dire qu'on va chercher à rapprocher les chaînes de valeur, à les rendre plus locales et plus autonomes. On parle, dans ce cadre d'ailleurs, d'une régionalisation des échanges. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Eh bien, ça veut dire qu'on va probablement encore plus commercer avec nos partenaires européens, puisque les échanges, eh bien, ils remplissent les conditions à la fois de fiabilité, de complémentarité et de solidarité. C'est ce qu'on a vu dans le cas de l'énergie. On parle également d'une proximité de valeurs, tout ce qu'on appelle cette mondialisation entre amis, c'est-à-dire qu'on va rechercher des partenaires fiables et qu'on va juger fiables parce qu'ils sont proches de nous idéologiquement, avec un peu comme ciment de la relation l'universalité des droits de l'homme. Donc c'est vraiment tout ce qui a trait à cette mondialisation entre amis. Et puis globalement, comme je le disais, dans cette nouvelle réorganisation des échanges, on va chercher ce nouvel équilibre entre les logiques de sécurité et un impératif de sécurité. D'accord. Et donc, selon toi, Isabelle, quels sont les principaux éléments de ce changement de paradigme, en fait, que les entreprises françaises doivent justement intégrer dans leur stratégie internationale ? Alors, je ne vais pas être très originale pour vous dire que si on souhaite sécuriser ses approvisionnements, eh bien, il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, essayer au maximum de diversifier ses fournisseurs pour éviter d'être trop dépendant d'un fournisseur qui malheureusement peut être à un moment un fournisseur défaillant et faire défaut. Si on travaille à l'étranger, c'est un peu ce qui se produit, ce que l'on voit en termes de stratégie des grands groupes internationaux, c'est, comme je le disais, de rapprocher les chaînes de valeur en local, c'est-à-dire de travailler de plus en plus au niveau de fournisseurs locaux pour rendre plus autonome en fait ces chaînes de valeur. Et puis aussi on redécouvre à l'occasion de ces chocs successifs la vertu des stocks. C'est-à-dire que jusqu'à présent on travaillait beaucoup en flux tendu et aujourd'hui notamment comme on a vu que ces chaînes de valeur pouvaient être très perturbées s'il y avait un maillon critique de la chaîne qui faisait défaut, on se dit que probablement il y a une vertu à constituer des stocks tampons pour faire face à ces ruptures d'approvisionnement. Et globalement, il faut quand même bien voir que ce changement de visage de la mondialisation, le fait qu'on mette au cœur cette notion de sécurisation des approvisionnements, ça va avoir des implications en termes de coûts, puisqu'en fait la sécurité a un prix. Et ce prix devrait se refléter au niveau de nombreux coûts de production, avec au cœur, bien évidemment, peut-être des interrogations, des préoccupations en termes de compétitivité au niveau international. D'où le besoin, probablement, de développer ou d'adopter une approche qu'on appelle design to cost, c'est-à-dire de réfléchir à chaque fois à ces processus de production, ces chaînes de fabrication,
de manière à les optimiser en utilisant les nouvelles technologies. Ça peut être la robotisation, de l'autonomisation, de manière à effectivement optimiser les coûts, de baisser au maximum les coûts. Eh bien, merci Isabelle pour cette entrée en matière. Je vais me tourner donc vers vous maintenant, Didier. Donc, vous avez comme nous des équipes qui sont vraiment au contact des entreprises exportatrices, donc aussi bien en France qu'à l'étranger. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain et comment est-ce que vous voyez la manière dont ces entreprises intègrent ou vont devoir intégrer tous ces éléments dont Isabelle vient de nous parler? Bonjour à toutes et à tous déjà. Merci. Un petit mot juste parce que je ne suis pas certain que tous les auditeurs connaissent, soient familiers avec ma structure. Un petit mot sur Business France. Business France, c'est une agence de l'État qui est en charge de 2 politiques publiques. La première, c'est promouvoir la France comme terre d'accueil des investissements étrangers créateurs d'emplois. Et la deuxième, c'est soutenir les entreprises françaises à l'export. Et comme vous le disiez, pour ce faire, on dispose d'un réseau à l'étranger qui est assez conséquent, puisqu'on a à peu près 800 personnes qui sont localisées dans 74 bureaux sur 54 pays. Donc ça nous donne une possibilité d'action qui est assez intéressante. Par rapport aux évolutions qu'on constate sur le terrain, moi je me retrouve tout à fait dans ce que disait Isabelle. Quand je dis moi, c'est dans le comportement des entreprises, bien évidemment. On a un effet régionalisation qui est très fort. Très clairement, on a du mal à motiver des acheteurs du grand export à venir en Europe, à venir en France pour rencontrer des entreprises. On voit bien que des grands salons internationaux sont ramenés à une vocation beaucoup plus régionale. On a de moins en moins de grandes plateformes mondiales. On a peut-être que le CES de Las Vegas qui a gardé cette aura mondiale, mais maintenant, les autres salons sont vraiment ramenés à cette logique régionale. On sort de Provine, là, cette semaine, en début de semaine, qui est le grand salon du négoce du vin qui a lieu à Düsseldorf, sur lequel on emmène quand même 600 entreprises, donc c'est pas rien. Et que nous disent les vignerons et les négociants cette année, il y avait des acheteurs qui étaient avant tout européens. On a eu très peu d'acheteurs américains, très peu d'acheteurs asiatiques. Et si on veut les rencontrer, il va falloir travailler ces marchés-là en local, sur des salons américains, sur des salons asiatiques. Alors, ça tombe bien, nous, on a effectivement une programmation qui permet de couvrir la totalité du globe, mais effectivement, c'est une tendance dont on va devoir tenir compte. On parlait aussi de logique de proximité. Bon, voilà, nous, on l'a vécu de plein fouet. Il y a eu un engouement extrêmement fort pour les pays directement limitrophes de la France. C'est l'Allemagne, c'est la Belgique, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, sur lesquels on a eu de très, très fortes demandes. Alors, ça nous a créé des problématiques de plan de charge, mais bon, c'est pas un sujet. C'est des bons problèmes d'une certaine manière. Mais il a fallu gérer cet engouement très fort de nos PME et ETI pour ces marchés de proximité. Il y a eu un engouement aussi très fort sur les États-Unis. Alors, ça reste les États-Unis, le grand marché mondial. Mais il y a aussi ce que vous disiez, cet effet mondialisation entre amis. C'est malgré tout un pays qui, en apparence du moins, a des comportements assez similaires à ce qu'on peut rencontrer en Europe occidentale. Donc, c'est très attractif. On a eu aussi un effet bascule. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu énormément de mal à travailler sur le marché chinois, qui a été fermé pendant de longs mois. Ça a donné un lustre nouveau à nos amis japonais et coréens qui ont retrouvé de l'attractivité. Et donc, on a fait pas mal de choses sur ces 2 pays. Donc voilà, je me reconnais bien dans tout ça. Peut-être aussi sur l'Asie du Sud-Est. En tout cas, nous, on a constaté un certain basculement aussi sur l'ASEAN. Donc, mais on se retrouve tout à fait, par rapport à l'accompagnement que l'on peut faire nous-mêmes en bancaire de nos entreprises, on retrouve effectivement toutes ces grandes tendances. Une question peut-être, parce qu'il y a des accords commerciaux qui ont été signés par l'UE avec un certain nombre de ces pays, notamment ceux que vous avez cités là tout dernièrement. Est-ce qu'il y a eu un effet bénéfique finalement pour les exportateurs français ? Alors pas autant qu'on aurait aimé, effectivement, on a signé avec le Canada, on a signé avec la Corée il n'y a pas très longtemps, et on s'aperçoit que les entreprises françaises n'utilisent pas à plein
toutes les possibilités en matière douanière et en matière tarifaire qui sont offertes par ces accords. Donc on est en train d'investiguer avec nos amis de l'ambassade à Séoul et à Ottawa pour essayer de voir où se situent les blocages, comment les circonvenir, et puis ensuite derrière il faudra faire œuvre de pédagogie et de communication. Donc on en référera au gouvernement et on verra comment on peut mettre tout ça en musique, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas utiliser toutes les possibilités qui sont offertes par ces traités. Oui, d'autant que effectivement, enfin, ce qu'on a pu constater, c'est, on parlait des États-Unis, mais de manière plus générale, un attrait pour l'Amérique du Nord. Et c'est vrai que le Canada est pas mal monté en puissance dans les demandes que nous avons eu à traiter de la part de nos clients. Donc, le Canada est un pays qui marche effectivement très fort sur plusieurs plans pour nous, hein, effectivement en matière d'export, en matière d'utilisation d'un dispositif qui nous tient à cœur, qui est le VIE. Le VIE, c'est la possibilité pour des jeunes de partir sur des missions de 6 à 24 mois, sachant qu'en fait, c'est un coût qui est très modique pour les entreprises. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Et le contrat est porté par Business France pour le compte de l'entreprise. Donc, on gère tout l'aspect RH. Et c'est vrai qu'on a eu une montée fulgurante au Canada. Alors, bien sûr, le marché américain était fermé. Hein, il y a pour des raisons de travel ban. Donc, on a pu continuer à travailler à partir du Canada sur les États-Unis. Donc, c'était d'une certaine manière un pis-aller. On pensait que la réouverture des États-Unis allait tarir la montée en puissance du nombre de VI sur le Canada. Il n'en a rien été. Ça continue à aller très très fort et on en est très content. Très bien. On a parlé, on a évoqué rapidement la Chine en disant qu'effectivement c'est un marché qui s'était fermé. Finalement, qu'en est-il aujourd'hui là, puisqu'on le voit réapparaître quand même de manière assez Alors la nette. Chine, c'est un vaste marché, c'est un vaste sujet, comme je le disais, sur lequel on n'a rien pu faire pendant de nombreux mois. Ça a été assez compliqué, alors qu'il s'est rouvert d'ailleurs de manière subite. En une semaine, tout a basculé, donc ça a été très surprenant, on s'est adapté. Et on a découvert, alors quand je dis on a quand même des équipes sur place, hein, de manière assez conséquente, puisqu'on a un peu moins de 80 personnes qui sont sur 7 bureaux, parce que c'est quand même un espace assez grand, donc on est sur Pékin, Canton, Shanghai, Shenzhen, Chengdu, Wuhan et Hong Kong, pour être très précis. C'est un marché qui, sur ces dernières années, a pas mal muté et qui est monté en gamme très très vite. Et on a aujourd'hui des unités, les produits qui sont technologiquement très très au point. Hein, quand on parle des véhicules électriques, les véhicules électriques chinois sont de très très bonne qualité. Peut-être aussi bons, sinon meilleurs que ceux qu'on peut trouver en Europe occidentale. Ce qui veut donc dire que les attentes des Chinois en matière de technologie sont extrêmement élevées. Quand on est dans la tech, quand on est dans la deep tech, quand on est même dans toute l'industrie, les attentes chinoises sont très très fortes. Ça veut dire qu'une entreprise française, pour passer sur le marché chinois, elle est obligée d'être à un très haut niveau. Ce qui, à rebours, nous pose un problème, parce que ce n'est pas forcément les entreprises qu'on a envie d'exposer sur le monde chinois, pour des raisons de souveraineté dont on parlait tout à l'heure. Ce qui veut donc dire que nous, en termes d'action, on sera plutôt sur des biens de conso. On va pousser très très fort sur tout ce qui est l'agro, évidemment, tout ce qui est le luxe, tout ce qui est art de vivre, où là, on aura une programmation qui sera extrêmement forte. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera rien dans l'industrie, mais on sera attentif. Très bien. Je ne sais pas, Isabelle, est-ce que sur le marché chinois... Non, mais inversement, je me retrouve très très bien dans ce que vous venez de dire avec... si on regarde le plan, les ambitions à 2035 de la Chine, on a ce qu'on appelle le modèle de circulation duale, avec cette volonté effectivement de monter en gamme et devenir indépendant sur des technologies de pointe, hein, donc et l'intégration des filières, hein, de l'amont vers l'aval, hein, avec vraiment cette volonté d'être une économie très innovante, hein, et puis également d'avoir un modèle de croissance qui se réoriente progressivement vers la demande chinoise, c'est-à-dire de rendre ce modèle de croissance plus autonome et de profiter en fait d'un gisement exceptionnel de consommateurs à pouvoir d'achat croissant, d'où effectivement probablement aller chercher des opportunités sur les biens de consommation. En revanche, ce qui est alors marché éminemment complexe, en même temps, il est intéressant de voir que dans ces rivalités stratégiques sino-américaines, du coup, les Américains adoptent une nouvelle stratégie en Asie, ce qu'on appelle le développement du modèle Chine plus 1. Autrement dit, c'est une zone qui est très intégrée commercialement, mais
il y a la réflexion pour essayer de réorganiser ces chaînes de valeur au profit de pays asiatiques, notamment en Asie du Sud-Est, qui, du point de vue des Américains, ou du point de vue occidental, sont considérés comme des pays amis, et puis ensuite de rechercher aussi, à l'intérieur de la zone, des alternatives à la Chine. On a notamment une étoile montante en Asie, qui est le Vietnam. Et puis ensuite, on a aussi beaucoup de questionnements sur la stratégie de l'Inde à terme. Absolument. Et peut-être concernant les opportunités que les entreprises françaises peuvent avoir ou les contraintes en matière de ESG, de développement durable, j'allais dire de manière générale, décarbonation, etc. Est-ce que vous avez des constats que vous faites? Parce qu'on sait qu'on a, enfin nous on le voit de notre côté, on a quand même un certain nombre d'acteurs qui sont très bien positionnés en France dans ces domaines et qui conquièrent des marchés à l'étranger parce qu'ils ont des technologies, là encore, qui sont attendues. Et je pense que c'est des vraies opportunités. On peut le constater. On n'a pas encore constaté, nous, de notre côté, vraiment de contraintes. C'est-à-dire que nos entreprises sont déjà plutôt green, dirons-nous, de manière générale, et donc ne sont pas freinés, semble-t-il, pour l'instant, sur les marchés internationaux. Je ne sais pas si ce sont des constats que vous faites ou des éléments sur lesquels vous avez des choses à... Moi, je suis persuadé que ce qu'on peut vivre comme des contraintes en matière de ESG sont en fait un investissement sur l'avenir. Et dans un avenir assez proche, aucun produit ne passera le cut du marché s'il n'est pas ESG. Donc il faut effectivement investir sur l'avenir. Les entreprises françaises ont une longueur d'avance par rapport à beaucoup d'entreprises. Il y a toujours mieux, évidemment, quand on regarde en Europe du Nord ou peut-être en Californie, on a des entreprises parce qu'il y a des normes qui sont encore plus draconiennes que les nôtres. Ceci dit, les entreprises françaises sont très bien positionnées et c'est un argument qu'il faut mettre en avant parce que ça permettra de gagner des marchés aujourd'hui, mais surtout demain. Et donc, il va falloir se conformer à l'échelle mondiale à ces problématiques de ESG. Donc, c'est un investissement sur l'avenir. Les entreprises françaises sont bien positionnées et c'est parfait. Très bien. Non, mais c'est sûr, je rejoins ce qui vient d'être dit. Ça peut être vraiment un élément de différenciation dans ces stratégies à l'international. Et puis, on voit bien d'ailleurs que les rivalités stratégiques, elles sont en train de se déplacer vers ces secteurs des industries vertes. On voit bien ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a pour volonté de subventionner massivement l'investissement, la production bas carbone, qui va vers les technologies bas carbone, et puis aussi de subventionner d'ailleurs la demande d'un certain nombre de produits, et notamment les véhicules électriques, avec un contenu en technologie américaine. Très bien. Didier, peut-être, parce qu'on parle actuellement du plan France 2030, est-ce qu'il y aura une impulsion particulière qui pourra être faite via ce plan pour aider à l'exportation aussi, pour aider les entreprises françaises exportatrices ? Alors déjà, il ne m'appartient pas normalement de qualifier une initiative du gouvernement, mais force est de reconnaître que ce plan, il est bien né. Et pour le coup, c'était une réponse qui était anticipée à l'IRA, avec un plan extrêmement bien pensé. L'idée, en fait, du plan France 2030, c'est de réindustrialiser le pays avec des briques technologiques qui sont manquantes ou à développer. Il est construit sur une dizaine d'objectifs. Alors, il y a des leviers aussi, mais si on prend les objectifs, c'est par exemple, le premier objectif, c'est de construire 2 millions de véhicules électriques ou hybrides. Il y a aussi un autre objectif qui est construire le premier avion bas carbone. Il y a, alors
le premier, plus exactement, c'est favoriser l'émergence la nouvelle génération de réacteurs nucléaires, ce qu'on appelle les SMR, les Small Modular Reactors. Voilà, donc c'est tout un tas d'objectifs qui sont liés essentiellement à la décarbonation et qui doivent repositionner le pays sur des technologies qui sont sensibles d'un point de vue souveraineté dont on parlait tout à l'heure. Ce fonds, ça fonctionne par appel à projet. N'importe quelle entreprise de droit français peut candidater et le fonds est doté de 54 milliards. Donc c'est quand même assez conséquent et ça permet de voir venir. Bien évidemment, ce fonds qui est censé mettre en lumière, plus exactement sur des rampes de lancement, les champions de demain, les champions de demain, ils ont besoin de se projeter à l'international parce que très vite, le marché intérieur, le marché domestique va être contraignant. Donc l'idée de Business France, c'est d'aider ces entreprises, évidemment, à se projeter à l'international, à conquérir des marchés. Donc on est à pied d'œuvre par rapport à ça. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez sur le d'autres... sujet, non, pas sur le sujet, mais éventuellement... Non, mais peut-être oui. rebondir, parce qu'en fait, c'est vrai que l'Europe a été quand même à l'avant-garde en ce qui concerne ses ambitions vers une économie bas carbone. Au départ, on restait vraiment dans une logique de marché. On s'était dit, on va un peu réglementer, un peu mettre de régulation pour être un peu un aiguillon pour ces changements de comportement, mais surtout, on va avoir un signal prix au travers des taxes carbone ou de la taxe carbone, de manière à effectivement, encourager ces transformations vers des industries bas carbone, mais aussi des changements de comportement de la part des consommateurs. Et en fait, on a appris un peu à nos dépens qu'on ne jouait pas avec les mêmes règles du jeu que certains de nos partenaires qui n'hésitaient pas à subventionner massivement, que ce soit les investissements, la production ou la demande, de manière à effectivement favoriser ces mutations industrielles. Et donc, depuis quelque temps, et notamment depuis le lancement du plan de relance européen, le Next Generation EU, on est dans une réflexion pour relâcher les aides d'État, les règles sur les aides d'État, de manière à être aussi en soutien à ces industries émergentes d'avenir. Et donc, ça crée probablement des opportunités, puisqu'il y a des moyens, bien évidemment, associés à cette stratégie qui doit nous donner aussi une position dominante dans un certain nombre de secteurs clés d'avenir. Très bien, écoutez, merci à vous deux. Je vous propose peut-être de passer aux questions, parce qu'on avait pas mal de questions. Ça nous permettra aussi de continuer, je pense, à échanger. On a reçu donc, parmi les questions que nous avons reçues, une question d'une TPE frileuse. Qui nous demande quel conseil donneriez-vous à cette TPE frileuse face au contexte mondial changeant ? Didier, je ne sais pas. Alors, je vais commencer par dire que le premier conseil que je vais lui donner, c'est d'aller à l'export. Parce que on est quand même si la mondialisation est battue en brèche, on est quand même dans une logique de fluidité au niveau mondial et qu'on n'est jamais à l'abri qu'un concurrent vienne du Brésil, je prends un pays au hasard, et vous grignote vos parts de marché en domestique. Donc le fait de se projeter à l'international, ça permet de diversifier ses marchés et donc de diminuer son risque. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire que l'option la moins risquée, c'est quand même d'aller à l'export. Alors après, pour une TPE qui est un peu frileuse, on a plusieurs solutions. On est en train actuellement de mettre en place une initiative qui est l'export commence en France. L'export commence en France. Ça part justement du principe que pour certaines TPE, pour certains débutants à l'export, le grand export peut être un peu anxiogène. Ça part aussi du principe que le grand export ne vient plus en Europe pour des raisons de régionalisation, donc il faut les amener. Donc, on est en train de sensibiliser, moyennant rétribution, voyage et puis logement, des acheteurs internationaux à venir en France, sur le territoire national, pour irriguer des événements export, qui peuvent être des salons français à vocation internationale, qui peuvent être des rencontres internationales, des forums, et sur lesquels nous, on va faire du B2B.
on va présenter à ces entreprises comme celle qui est un peu frileuse des acheteurs internationaux et puis créer les bases d'une relation commerciale qui peut-être débouchera sur un contrat. Donc ça, c'est une première chose. Si elle est vraiment... si elle n'a pas vraiment de visibilité par rapport à ces marchés, on pourrait très bien penser à faire une étude de priorisation marché. C'est-à-dire en fonction de ce que nous dira la TPE, on peut dire, les marchés qui correspondent à votre profil, c'est plutôt ceci, histoire de diminuer un peu le risque et d'aller sur des marchés qui sont, on va dire, qui correspondent aux capacités de l'entreprise. Et puis après, on a des solutions de projection sur des salons. Ça vaut toujours le coup de venir, alors c'est l'effet meute, on est tous ensemble, c'est Business France qui s'occupe de tout l'aspect logistique, c'est subventionné de manière assez importante, puisque en fait, par rapport à l'achat de mètres carrés et de coûts standistes, l'État prend à sa charge 30%. Donc c'est quand même intéressant et ça permet d'aller faire une première expérience sur un marché qui correspond au profil sectoriel de l'entreprise et à ses aspirations géographiques. Donc on pourrait aller à Singapour ou à Bangkok, qui sont des places qui fonctionnent très bien en relais justement de la logique chinoise, pour aller voir un petit peu comment ça se passe. C'est une première façon d'aborder un marché. Donc il y a des solutions pour une entreprise qui est peu aguerrie à l'export pour aller commencer à se faire les os un peu d'une certaine manière, sans trop prendre de risques. Et puis peut-être déjà explorer le marché européen, dont on disait qu'il était attractif. Oui, sachant que... sachant que le marché européen, c'est un marché de proximité, il n'est pas forcément simple non plus. Absolument. On parlait du marché allemand. Le marché allemand, c'est un marché qui demande déjà beaucoup de constance parce qu'il est saturé. Il y a déjà une maturité. Une maturité. C'est des économies matures. Exactement. Donc les Allemands ont des fournisseurs, des clients de fournisseurs. Et comme les Allemands détestent le risque, pour référencer un nouveau fournisseur, il faut montrer patte blanche pendant un certain temps. Ensuite, c'est un marché de prix et c'est un marché de volume. Donc, voilà, avant de se lancer sur le marché allemand, il faut réfléchir un petit peu et voir si on a la capacité de le faire. Donc, la proximité, c'est vrai que c'est un réflexe premier, on peut le comprendre. Nous, on est là pour aider les entreprises. Bien évidemment, on les aidera à décrypter les marchés, on les aidera à éviter un peu toutes les choses trappes. Ceci dit, il faut quand même avoir, pour certains marchés, un peu de moyens. Et j'aimerais revenir sur... cette idée de démondialisation, ce que je cherchais à dire, au contraire, c'est qu'on n'était pas dans un processus de démondialisation, mais plutôt d'un changement de visage de la mondialisation. Et si on regarde les flux commerciaux aujourd'hui, alors certes, on n'est plus dans la phase qu'on a connue, qu'on pouvait qualifier d'hypermondialisation, où le commerce mondial allait plus vite que la croissance mondiale. Parce qu'on était dans cette phase de construction de ces chaînes de valeur. Ce qui circulait beaucoup, c'était des composants et des pièces détachées qui transitaient par plusieurs localisations avant d'être assemblées. Donc on avait des effets de multiplicateurs par le commerce mondial. Alors on a eu une espèce de rupture en 2008, suite à la crise financière globale. Mais depuis, force est de constater que certes, le commerce a ralenti, le commerce mondial a ralenti, mais il ne fait plus qu'aujourd'hui qu'épouser la croissance mondiale. Donc on est vraiment, c'est en tandem avec cette croissance. Ça veut dire que la croissance se nourrit aussi du commerce international. Oui, puis bon, je dirais, nous, en tant que banquiers, on conseillerait bien sûr d'aller voir sa banque pour analyser les risques sous-jacents. Et il peut y en avoir plusieurs, que ce soit, si on n'est pas en zone euro, bien sûr, le risque de change, les risques de contrepartie. Dans certains pays, on sait qu'il y a des entreprises qui souffrent aussi en ce moment. Les risques pays eux-mêmes, avec parfois des difficultés à faire sortir les devises. Voilà, enfin bon, je ne vais pas tout énumérer, mais je pense que c'est important bien aussi. Sûr, il faut bien évidemment, dans les études de marché, prendre en compte d'abord aujourd'hui les enjeux de nature géopolitique, qui étaient un peu mis de côté jusqu'à présent. Dans un monde de remontée des taux d'intérêt et qui concerne l'ensemble de la planète, puisqu'en fait les pays émergents sont souvent sous dominance monétaire américaine. Donc comme les taux ont fortement remonté aux États-Unis, il en a été de même dans la plupart des pays émergents, ce qui a pu fragiliser la situation financière, aussi bien d'ailleurs des États que de certaines entreprises qui s'étaient endettées en plus en dollars. Absolument. Voilà, mais les banques ont de quoi vous trouver des solutions risque, pour bien sécuriser. Évidemment, mais ça c'est beaucoup plus traditionnel, c'est les risques de change auxquels on fait face lorsqu'on travaille à l'export.
qu'est-ce que je vois comme autre question? Isabelle, peut-être, le commerce international connaîtra-t-il une forte hausse cette année? Comme je le disais, Oui. aujourd'hui, les échanges épousent en fait la croissance mondiale. Donc, en termes de croissance mondiale, on vient d'un niveau de croissance qui est sous-optimal. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé les moyennes historiques. Je crois qu'on tourne autour de plutôt de 3%, là où en moyenne historique, on est à 3,8%. Mais on s'attend progressivement, une fois qu'on aura absorbé les chocs que l'on a vécus, d'avoir une reprise mondiale, même si elle va se faire de manière peut-être un peu poussive initialement, mais à tout le moins, le commerce mondial devrait suivre et on devrait assister aussi à une reprise des échanges internationaux. Merci Isabelle. Peut-être pour les deux d'ailleurs, alors c'est pas vraiment une question, mais enfin si, mais je pense que c'est assez vaste. Le développement en Turquie. Donc je pense qu'on doit avoir une entreprise qui a un potentiel de marché en Turquie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Turquie ? Bon, la Turquie, on verra plus sur le terrain comment ça se passe, parce que c'est un pays un peu complexe. D'abord, c'est un État un peu pivot. Ce qu'on appelle un peu un État pivot en termes géostratégiques, de par son positionnement géographique et son influence régionale. C'est un pays, on voit bien aujourd'hui, qui est en train de cultiver un peu une certaine ambiguïté stratégique, puisqu'il maintient le dialogue avec la Russie, voire probablement permet de contourner en partie les embargos sur la Russie et en même temps est membre de l'OTAN. C'est une économie qui fragile, alors qui a été d'autant plus fragilisée avec malheureusement le séisme que la région, qu'une des régions a connu. Et cette région représente à peu près, je crois, 10% du PIB de la Turquie, avec surtout des positions peut-être plus fortes sur l'agriculture et aussi sur le manufacturier. Donc on va probablement voir dans les traces au niveau de la croissance turque, sachant que, comme je disais, on était déjà dans une économie fragile, où on a une inflation galopante. On est sur des chiffres d'inflation qui sont pas loin des 60%. Donc, et avec en plus une politique économique de Erdogan qui peut être un petit peu discutable, puisqu'il a plutôt été dans l'optique de baisser les taux d'intérêt, alors qu'on avait cette poussée inflationniste qui a tendance à fragiliser la livre turque et entraîner un peu de fuite de capitaux, alors même que c'est un pays qui a besoin en fait de la manne financière extérieure pour financer ses déficits. Donc voilà, c'est une économie un petit peu compliquée. En plus, on va avoir une élection présidentielle au mois de mai, donc des enjeux politiques. Après, ça n'enlève pas les opportunités qu'offre ce pays. Vous avez une population très jeune, relativement bien éduquée. Vous avez beaucoup d'entreprises, et surtout des entreprises qui sont fortement exportatrices. Donc voilà, elles ont l'habitude de travailler à l'étranger. Et puis, comme je le disais, aussi un rayonnement régional qui est important. Mais je laisse Didier sur le terrain. Pour le coup, c'est un bureau, un marché qui pour nous est assez attractif. Bon, c'est pas le marché le plus attractif, mais malgré tout, on fait quand même de très belles choses sur ce pays, principalement dans l'agro et dans l'industrie. C'est les deux grandes familles de secteurs sur lesquels on va travailler de manière assez massive, un petit peu moins sur la tech et un petit peu moins sur tout ce qui est les biens de consommation. Donc on est vraiment sur l'industrie. On est un peu prudent sur les entreprises qu'on projette, parce que là aussi on a des problématiques de souveraineté économique, donc on est quand même un petit peu attentif au type d'entreprises qui sont projetées, mais globalement c'est un marché qui est assez attrayant, qui est dans une logique régionale aussi. Alors même, on pourrait dire même sur plusieurs logiques régionales, parce qu'ils sont un petit peu sur la logique européenne. On sait tous les liens qui unissent l'Allemagne et la Turquie, donc ça reste quelque chose de puissant. Néanmoins, la Turquie depuis un certain temps s'est tournée vers le Moyen-Orient, et nous on voit que sur les salons Dubaïotes par exemple, parce que le Dubaï est un pôle important en matière de grands salons internationaux, on a de nombreux acheteurs turcs qui sillonnent ces salons. Donc on voit bien qu'il y a des liens qui se font à ce niveau-là, et donc c'est pas inintéressant.
Oui, alors j'en reviens à ce que je disais effectivement tout à l'heure. Il y a des opportunités, mais il faut partir en ayant bien en tête tous les moyens pour se sécuriser. Hein. On accompagne des clients effectivement sur la Turquie, mais il faut savoir que l'accès justement aux devises étrangères n'est pas forcément simple pour certaines entreprises locales. Et donc voilà, je pense qu'il faut prendre toutes les précautions, en tout cas avant de s'attaquer à ce marché-là. Mais qui reste intéressant, on est d'accord. Autre question peut-être. Alors, UK. Quel est l'environnement actuel économique et bancaire au UK? C'est une vaste question aussi. Alors, c'est à mon avis, là je parle vraiment sous le contrôle d'Isabelle, mais c'est un pays qui n'en a pas fini avec les soubresauts suite à la décision politique aberrante qui a été prise par le Royaume-Uni. Ce qui fait que maintenant pour nous c'est ce qu'on appelle un pays tiers, donc on est obligé de travailler sur le Royaume-Uni comme on le fait avec les États-Unis par exemple, sachant que ça se normalise un peu au niveau du relationnel entreprise et donc on commence nous à avoir une programmation en événements collectifs et une demande d'entreprises françaises sur le marché britannique qui commence à revenir un peu plus substantielle. Donc c'est quand même un très beau marché. Donc on commence à faire des choses intéressantes. De ce point de vue-là, ça va pas trop mal. Je parlais du dispositif VIE. Alors là, pour le coup, on est un peu handicapé, puisque les Britanniques nous ont pris dans une logique de négociation au niveau européen et ne nous accordent des visas que pour une durée d'1 an. Donc c'est extrêmement court. Et il faut que l'entreprise soit déjà présente au UK. Bref, les conditions sont assez compliquées. Donc de ce point de vue-là, c'est difficile. On a des contingents qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait avant, précédemment. Néanmoins, on essaie de trouver des solutions et on continue de discuter ardemment avec nos amis britanniques. Mais en termes de marché, ça reste quand même le Royaume-Uni, ça reste quand même une puissance importante à l'échelle européenne, voire mondiale. On continue à faire des choses, à projeter des entreprises françaises sur le marché britannique, bien évidemment. Oui, nous en accompagnons, nous, très régulièrement. Ça reste une destination assez prisée, alors qui, d'un point de vue bancaire, n'est pas forcément toujours très facile, parce que les banques britanniques, aujourd'hui, ont quand même pas mal resserré l'accès au crédit, que ce soit aux entreprises ou aux ménages. Elles sont aussi plus frileuses qu'elles ne l'étaient par le passé vis-à-vis des entreprises non résidentes, qui souhaitent éventuellement ouvrir des comptes dans le pays. Donc, il faut s'y préparer aussi. C'est pas forcément toujours simple d'accès, mais encore une fois, on accompagne chaque année un certain nombre, même pas mal d'entreprises françaises sur ce marché. Je sais pas, Isabelle, si toi tu avais des pour éléments. rejoindre un petit peu ce qu'a dit Didier, c'est que, en fait, force est de reconnaître que jusqu'à présent, on avait du mal à voir les conséquences du Brexit, puisque tout ça a été un peu brouillé avec les chocs successifs que l'on a connus au travers de la pandémie et ensuite du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais on voit bien que c'est quand même un poison lent qui va freiner durablement les échanges avec le Royaume-Uni et avec des conséquences, et les investissements aussi au Royaume-Uni, avec des conséquences sur le potentiel de croissance du Royaume-Uni. Mais je vous dis, à ce stade, on a encore du mal à bien voir, de pouvoir vraiment séparer le grain de livret de ce qui est dû au choc que l'on a connu et puis ce qui est vraiment lié au Brexit, même si on sait qu'on a mis du sable dans les rouages de la relation, notamment commerciale, que l'on avait avec le pays. Ce qu'on a pu constater, nous, c'est qu'on a eu pas mal de demandes, d'ailleurs dans les deux sens, aussi bien d'entreprises françaises qui s'implantaient au Royaume-Uni, et inversement d'entreprises anglaises qui sont venues s'implanter en France. Je pense aussi pour faciliter peut-être un certain nombre de contraintes qui ont pu donc naître de ce Brexit. C'est important aussi de savoir
savoir que nous avons mis en place un certain nombre de desks complètement dédiés à l'accompagnement de notre clientèle PME, TI à l'international, donc dans toutes les géographies, et notamment notre desk au Royaume-Uni. C'est vraiment son rôle que de prendre en charge les entreprises françaises qui veulent s'implanter et les aider aussi localement sur tous les aspects bancaires pour répondre à la question. Alors, je ne sais pas si vous voyez aussi, vous, les questions qui sont posées, s'il y en a qui vous semblent particulièrement... plus dédiées à l'un ou à l'autre. Je vous laisse... Est-il possible d'évaluer les impacts que vont avoir l'Inflation Reduction Act, donc l'IRA, sur l'export français aux États-Unis ? Alors, difficile de donner des chiffres. En revanche, c'est vrai qu'il y a une grosse crainte lorsqu'effectivement on a vu les mesures qui sont incluses dans l'Inflation Reduction Act, qui sont des mesures un peu de nature protectionniste, et en quoi, avec ces subventions massives, qui potentiellement pouvaient être un facteur de désindustrialisation de l'Europe, pour accélérer la désindustrialisation en Europe, avec des entreprises qui iraient plutôt se positionner sur le marché américain. Alors, je pense qu'il ne faut pas quand même surestimer l'impact de l'Inflation Reduction Act. Si vous regardez les montants qui sont alloués pour ces subventions, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, 370 milliards sur 10 ans. Donc, voilà, faut... Et si on regarde, au niveau européen, ce qui a été mis en termes de moyens financiers, que ce soit au travers de Next Generation EU, où il y a quand même une grosse partie de moyens qui devront être consacrés à la transition vers une économie bas carbone. Il y a aussi tout ce qui concerne, bien évidemment, les technologies du numérique. Vous y ajoutez le Repower EU, où on a un peu réalloué les moyens de ce plan de relance, plus on en a rajouté également. Et puis il y a aujourd'hui en train de se dessiner, comme je le disais, en réponse à l'Inflation Reduction Act, un nouveau relâchement des règles sur les aides d'État. Mais si on regarde en termes de moyens financiers, on est, de ce point de vue-là, en termes d'enveloppe, on est même au-delà de ce que propose aujourd'hui l'Inflation Reduction Act. Donc il y a probablement un moyen d'aussi marketer un peu mieux ce qu'on met à disposition des entreprises pour effectivement promouvoir ces industries de demain. Alors, je voulais une question par rapport aux composants électroniques asiatiques. Comment les sécuriser et comment en diminuer l'empreinte carbone ? Alors, il y a une situation maintenant, une situation qu'on espère dans les 4, 5, 10 ans à venir. Alors maintenant, là je parle aussi sous le contrôle d'Isabelle, la situation de Taïwan est particulière et Taïwan est vraiment sous les feux de la rampe aussi pour ça. Bien sûr. Parce que Taïwan, c'est avant tout la source la plupart des composants les plus pointus en matière d'électronique. Il est évident que les Américains, qui se sont lancés dans des programmes extrêmement lourds d'investissement dans l'Arizona et en Europe, avec une usine Intel qui va s'implanter probablement en Allemagne, sachant que la France aura une partie aussi en matière de R&D qui sera sur le plateau de Saclay. Donc il y a eu un partage des eaux entre l'Allemagne et la France sur l'investissement d'Intel, qui là aussi est censé répondre à cette problématique de composants électroniques stratégiques. Mais le fait est que sur les années qui viennent, on compte tous sur Taïwan pour continuer à produire ces composants stratégiques. Maintenant, le plan, je parlais tout à l'heure du plan France 2030, un des leviers de France 2030, c'est sécuriser pour la France l'approvisionnement sur des composants électroniques stratégiques. Donc là, vraiment une logique de souveraineté. Donc on parlait d'Intel, il y a des choses qui se font avec ST Microélectronique, on va pousser très fort aussi. Donc on ne sera pas capable de faire probablement tout au niveau français, mais on va travailler avec des pays amis. Là, on retrouve la logique dont on parlait tout à l'heure. C'est évidemment l'Allemagne, qui va être le premier partenaire stratégique.
Alors on a des difficultés, mais on en a toujours eu au fil du temps entre les chanceliers et les présidents de la République. Il n'empêche que moi je suis persuadé que dans les moments de vérité on saura se retrouver, et notamment sur cette problématique des composants stratégiques. Ça permettra d'assurer l'approvisionnement sur ces composants et de diminuer l'empreinte carbone, puisque l'Allemagne, c'est à proximité immédiate. Et on a toujours la solution américaine de mondialisation entre amis. Donc là, ça sécurisera probablement, même si les Américains mettent toujours des conditionnalités à leur service, mais malgré tout, ça, ils ne devraient pas nous laisser complètement en rade, sachant que là, pour le coup, ça ne répond pas à la problématique de diminution de l'empreinte carbone. Mais on a, enfin voilà, c'est pareil, c'est un terrain où se jouent les rivalités stratégiques. On a eu le CHIPS Act aux États-Unis qui a pour vocation effectivement de soutenir la production de composants stratégiques sur le sol américain. Je crois qu'il y a même des investissements de TSMC qui sont prévus d'une grosse usine de composants ou de puces de dernière génération aux États-Unis. Et puis nous, on a répondu par le European CHIPS Act qui a la même volonté effectivement à la fois d'encourager la production, mais aussi de sécuriser les approvisionnements dans ces logiques de sécurisation de ces approvisionnements sur les composants stratégiques. Merci à vous deux pour cette réponse sur les composants électroniques, sujet effectivement important. Alors on a une petite question, avez-vous un partenariat en Thaïlande? Alors, je ne sais pas si vous voudrez... Nous, on a un bureau à Bangkok. C'est un bureau qui fonctionne très très bien d'ailleurs. On parlait de solutions, on va dire, alternatives au monde chinois. On a vu une montée en puissance de la plateforme de Singapour, évidemment. On a le Vietnam, qui a toujours été un pays qui fonctionne très, très bien. Et puis, pour le coup, la Thaïlande, qui est aussi un vrai relais de croissance. Donc, avec des très belles choses, des salons internationaux qui fonctionnent bien. Donc, un pays intéressant. Alors, je ne sais pas quel est effectivement le besoin de l'entreprise particulière là, mais nous, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, nous sommes présents dans la région. Nous avons une présence importante à Singapour et nous travaillons sur l'ASEAN et notamment sur la Thaïlande. Oui, nous avons sur la partie bancaire un partenaire que l'on utilise plus particulièrement, qui est donc UOB, qui est une des 3 grandes banques singapouriennes et qui a un réseau sur place en Thaïlande, et donc on a eu l'occasion effectivement d'accompagner des entreprises avec ce partenaire dans ce pays. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Critères de différenciation de l'approche des marchés émergents. Est-ce qu'il y a des... Alors, pardon, des critères plus particuliers. Alors, critères, disons que les marchés émergents, nous on travaille sur les marchés émergents, surtout sur les infras. Évidemment, c'est là où la demande est la plus forte. Alors, sur les infras, on est sur du green. Ça a beau être des marchés émergents, ils veulent des technologies qui soient totalement green parce qu'ils pensent déjà à demain. Quand on dit infra aussi, ça peut être aussi des solutions technologiques qui permettent de compenser les problématiques d'infra. Je prends un exemple, en Afrique, tout ce qui est le online banking se développe très vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problématiques d'infrastructure en matière de télécommunication et donc ils souhaitent trouver des solutions alternatives qui permettent justement de faire un saut technologique. Donc ça, c'est des solutions qui sont vraiment demandées. Ce qui se passe sur ces marchés-là, c'est que bien évidemment, et là je vous regarde parce que je suis... siège du Crédit Agricole, il faut arriver avec des solutions de financement, bien évidemment, sur les marchés émergents, contrairement à ce qu'on peut faire en Allemagne ou dans les pays occidentaux. On arrive avec des solutions de financement, des sécurisations de paiement aussi, parce que c'est pas le tout d'avoir une ligne de financement, mais il faut aussi s'assurer que les paiements seront au rendez-vous. Et puis en mode d'approche, nous, on est plutôt sur vraiment du B2B ou du forum d'affaires. On n'est pas trop sur des grands pavillons. Et puis, on va prendre les entreprises par la main. On va aller voir aussi, on fait beaucoup de B2J dans ces pays-là. On va aller voir aussi les municipalités, les gouvernements, les ministères, les provinces, pour essayer de voir un petit peu comment les choses se mettent en place. Quand on parlait d'infra, souvent derrière, il y a des appels d'offres. Donc, comment gagner un appel d'offres? Quelle est la meilleure manière de se présenter? Voilà, ça c'est du décryptage qu'on fait, nous, évidemment, pour le compte des entreprises. On est là pour ça.
Donc effectivement, sur les marchés émergents, je pense que la problématique couverture des risques, donc sécurisation, est vraiment très importante. Bon, les financements, de toute façon, on va les retrouver un peu partout, hein, avec des problématiques et des critères différents selon les pays, mais sécuriser son financement en amont, c'est aussi majeur. Dans beaucoup de pays quand on se développe à l'international. Voilà, donc sur tous ces sujets, je pense que ce qui est important, c'est vraiment, encore une fois, de travailler très en amont les projets avec tout l'écosystème, hein, donc qu'il soit bancaire ou non bancaire, pour qu'on essaye de tracer un peu le chemin avec vous et faire en sorte qu'il soit semé de peu d'embûches, dirons-nous. Bon, il y aura toujours des surprises sans doute, mais en tout cas faire en sorte d'aplanir au maximum ce chemin. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. En tout cas, je n'en vois plus. Donc, je ne sais pas si il y en a une dernière. Sinon, on va conclure. De votre côté, pas d'autres... Non, mais je crois qu'on a répondu. On a répondu, je pense, voilà, à l'ensemble. À l'ensemble de ce que, en tout cas, des questions qui nous ont été posées. Mais encore une fois, bon, n'hésitez pas. Hein, si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition. Et donc, il me reste à vous remercier, donc Isabelle et Didier, hein, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui toutes vos connaissances et votre expérience. Et puis, merci à vous qui nous avez écoutés, d'avoir été nombreux à vous connecter. Donc, on espère que ces éclairages qu'on a pu vous donner vous seront utiles dans votre réflexion. Et puis, bien sûr, nos équipes, hein, qu'elles soient en France et à l'étranger, et puis nos partenaires, dont Business France fait partie, se tiennent à votre disposition, hein, pour vous aider à la fois à définir et aussi à mettre en œuvre, hein, vos projets de conquête des marchés internationaux. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à contacter assez en amont, voire très en amont, votre chargé d'affaires bancaire, hein, pour organiser un échange dédié sur cette thématique, parce que à chaque fois on se rend compte que ce sont des solutions sur mesure que nous mettons en place, et donc il nous faut quand même un certain temps pour mener ces réflexions avec vous et vous trouver la solution adéquate. Voilà, donc merci encore à tous. Notre prochain webinaire traitera de la thématique du change et aura lieu au mois de juin, donc on espère vous y retrouver. Bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci Au revoir. beaucoup.